bienvenue à cette session sur l'hypercholestérolémie et le post-SCA. Je suis le docteur Franck Bocara, cardiologue à Saint-Antoine à Paris, et j'ai l'honneur de co-chairer cette session et le plaisir d'être avec le professeur Bertrand Cardiou, directeur de l'Institut du thorax à Nantes, endocrinologue. Tout de suite, une première question, Bertrand. Quels sont les besoins, à votre avis, non couverts par les inhibiteurs de PCSK9, en particulier dans le post-syndrome coronaire aigu? Clairement, sur les besoins non couverts dans le cadre du contrôle de l'hypercholestérolémie dans le post-SCA, c'est atteindre les objectifs de LDL cholestérol qui sont de plus en plus bas, suite notamment aux dernières recommandations européennes, conjointes de l'ESC et de l'ES, avec un objectif de LDL inférieur à 0,55 g par litre et qui est très difficile à obtenir sous statine, y compris à forte dose, voire en association avec les étimibes. Donc ça, c'est vraiment la première combinaison, et on sait que notamment la tolérance à long terme des statines peut être une difficulté chez certains patients, donc ce qui conduit à diminuer, voire chez certains patients à arrêter les statines. Et donc chez des patients, et notamment ceux qui ont un taux très élevé de départ de LDL cholestérol, donc notamment les patients avec une hypercholestérolémie familiale, on sait que c'est difficile, sans de nouveaux traitements hypolipémiants et que sont les inhibiteurs de PCSK9, d'atteindre cette cible de LDL cholestérol. Et donc la question, et je pense que Franck, tu as peut-être des données plus cardiologiques en post-SCA dans les registres, le nombre de patients qui sont à l'objectif dans la vraie vie. Exactement, on a les données de FASTEMA qu'ont présenté le professeur Pumira, Étienne Pumira de l'HEGP, où on voit qu'on n'est pas du tout à l'objectif, non seulement de 0,7, mais bien sûr pas encore de 0,55. Dans FASTEMA 2010-2015, on est à 30% de patients qui ont atteint 0,7 et bien sûr à peine 20-25% qui ont atteint moins de 0,55. Donc il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire dans l'algorithme finalement et la mise en route d'un traitement statine maximal, plus probablement les éthymies et plus, comme vous l'avez dit, des inhibiteurs de PCSK9 pour atteindre cet objectif qui permettra de réduire les événements cardiovasculaires des patients. Est-ce qu'on a des données, Bertrand, dans la vraie vie maintenant? Est-ce qu'on a des données qui nous disent avec un long terme d'efficacité et de sécurité d'emploi de ces inhibiteurs de PCSK9? Alors clairement, pour les inhibiteurs de PCSK9, que ce soit pour l'alirocumab ou l'évolocumab, on a des essais randomisés de phase 3, des méta-analyses qui confirment essentiellement une efficacité sur la baisse du LDL cholestérol d'environ 50 à 60%, peu d'action sur les triglycérides et surtout aussi, de façon intéressante, une baisse de la L-peptida d'environ 20%, qui est associée à une diminution des événements cardiovasculaires majeurs, que ce soit dans l'étude Fourier ou Odyssey Outcome. Mais c'est vrai que la question se pose, notamment pour les cliniciens, de savoir est-ce qu'on a la même efficacité en vraie vie. Donc, on a des données de registre qui sont relativement peu importantes. Et puis, on a l'étude APRISE, qui est une étude avec l'alirocumab en ouvert chez des patients à haut risque cardiovasculaire, donc 2 tiers de FH, 1 tiers de patients à très haut risque, soit diabétiques notamment ou en prévention secondaire cardiovasculaire, et qui était traité en ouvert avec possibilité pour l'investigateur. On commençait à 75 mg tous les 15 jours d'alirocumab, possibilité d'augmenter la dose à 150. Et une fois qu'on est à 150, on avait aussi la possibilité de diminuer la dose, notamment quand le LDL cholestérol était trop bas ou au choix de l'investigateur. Donc il y a eu à peu près une dizaine de pourcents de patients pour lesquels il y a eu une augmentation de la dose, une dizaine de pourcents pour lesquels il y a eu une baisse. Et globalement, ce qui est très rassurant, c'est qu'on retrouve cette baisse du LDL cholestérol de 55%. Et puis, ce qui permet d'avoir un nombre de patients à l'objectif assez important. On est à 70% qui avaient un objectif de moins de 0,70 g, puisque c'était l'objectif à l'époque, avant les recommandations, quand cette étude a commencé. Et l'autre élément extrêmement aussi rassurant, c'est la safety. On n'a pas eu d'éléments de safety inattendus. Ce qui ressort le plus fréquemment, ça peut être des douleurs ou des réactions allergiques au site d'injection, mais qui entraînent très rarement une suspension, un arrêt des injections. Il n'y a pas eu de problème d'hépatotoxicité, il n'y a pas eu particulièrement de douleur musculaire. Et donc, on a des données rassurantes, y compris aussi dans le diabète, où il n'y avait pas d'augmentation de nouveaux cas de diabète ou de déséquilibre de l'équilibre glycémique. Et on a des sujets français dans cette étude? Alors oui, APRISE, c'est une étude européenne et canadienne avec, sur les 994 patients de l'étude, 217 patients français. Donc, on est en train, avec d'autres investigateurs français, de regarder spécifiquement les données françaises et on essaiera de communiquer ça aux cliniciens français dans les prochains mois.
concernant les remboursements, je pense qu'il y a eu des choses qui ont évolué, notamment depuis cet été. Donc, je ne sais pas si tu veux faire un point, Franck, là-dessus. Effectivement, nous avons depuis le mois d'août maintenant un remboursement élargi des inhibiteurs de PCSK9, c'est-à-dire pour la lirocumab et l'évolucumab, avec donc pour la lirocumab un remboursement dans le post-syndrome coronaire aigu de moins d'1 an, donc récent. Donc, tout patient présentant un syndrome coronaire aigu qui, au bout d'un mois probablement, on peut se dire on a la dose maximale de statine tolérée plus les étimibes et qui n'atteint pas l'objectif de moins de 0,7 g par litre de LDL cholestérol, peut bénéficier donc de l'injection tous les 14 jours d'alirocumab. Il faut qu'au préalable, le cardiologue, l'interniste ou l'endocrinologue, uniquement ces trois spécialités, fassent une demande d'entente préalable, d'accord préalable, ça s'appelle une DAP, demande d'accord préalable spécifique à l'alirocumab, qui peuvent télécharger soit sur Amélie Pro, soit sur le site officiel du journal officiel, où on a ces demandes de papier qui font 3 pages, assez simples à remplir, qui prennent à peu près 5 minutes. En ce qui concerne l'évolucumab, le remboursement est pour l'athérosclérose et la maladie coronaire chronique, c'est-à-dire au-delà d'1 an, stable, et qui, chez les patients, là encore, qui n'atteignent pas l'objectif de LDL cholestérol de 0,7 g par litre, malgré une posologie statine à dose maximale tolérée des étimibes. On y associe aussi l'AVC et on y associe aussi l'artériopathie des membres inférieurs, toujours avec cet objectif de moins de 0,7 g par litre de LDL cholestérol. Et là encore, pour l'évolucumab comme pour l'alirocumab, on doit faire une DAP, une demande d'accord préalable auprès de la sécurité sociale. Donc, soit cette demande, si on est un libéral, se fait par Amélie Pro, soit si on est salarié hospitalier en particulier, soit une demande papier qu'on adresse soit au centre de sécu du patient, soit on donne au patient qui l'amène directement au centre de sécu, au médecin conseil, et que si on n'a pas de réponse dans les 15 jours, on a une acceptation du remboursement, normalement, de l'inhibiteur de PCSK9, l'alirocumab ou l'évolucumab. Je vous remercie Bertrand et à une prochaine fois sur Cardio Online. Merci Franck.